Branding, du coup, tout ce qui est autour d'une marque, de ma marque notamment. Je vais vous prendre, mon exemple comme ça, si vous aurez un exemple un peu plus concret des choses. Je vais vous parler aussi un peu de moi, qui suis-je, de ce qu'on fait actuellement avec, mon entreprise, de comment planifier sa communication et surtout aussi je vais vous parler de stratégie de contenu. Donc pour me présenter rapidement, moi je suis Anastasia, j'ai, cofondé Wido, il y a maintenant 4 ans. On a monté ça avec mon associée Emma en 2019. Moi j'ai maintenant 28 ans et je m'occupe de toute la partie, marketing, stratégie commerciale, communication, RH, pas mal de choses chez Wido et mon associée Emma s'occupe plutôt de la partie, tout ce qui est, on va dire finance, comptabilité, process, de tout ce qui est organisationnel, pour gérer nos boutiques et bon, c'est déjà une bonne partie et donc toutes les 2 on s'est rencontrées il y a 4 ans à Montréal et à Montréal, on a eu découvert un concept, de pâte à cookies. En fait, c'était le premier magasin de cookies dough qui avait ouvert à New York et en fait, ils vendaient de la pâte à cookies dans des pots et on a trouvé ça, génial comme concept, à cette période-là. Donc on a été les premières à ramener cette idée, en France, en 2019, donc il y a maintenant un petit moment, mais on était encore étudiantes. Donc de base, c'était plutôt un side project, on va dire, qu'on faisait à côté de nos études, et pour démarrer, afin que ce soit plus simple et pour démarrer l'activité de manière, plus rapide, on a décidé de faire ce qu'on appelle du coup des magasins éphémères, de quelques jours, quelques semaines dans des enseignes pour pouvoir, faire connaître la marque. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on a plus de 200 000 abonnés cumulés, que ce soit sur TikTok, Instagram et YouTube. Donc on a bien évolué depuis, c'est surtout depuis 2 ans qu'on a connu un sacré boom sur nos réseaux sociaux grâce au changement de notre stratégie, dont je pourrais vous parler, d'ailleurs, tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on a 2 activités. On a toute la partie, B2C, donc plutôt, retail, magasin, dont je vous ai parlé avec, les pop-up stores et cetera et on a toute la partie aussi B2B, donc toute la partie où en fait on vend à des professionnels. La partie B2C, on va dire que là aujourd'hui, c'est vraiment ce qui représente, 70 de notre chiffre d'affaires pour le moment. Pour parler un petit peu rapidement de cette partie, donc en fait, comme je vous l'ai dit, on a démarré via des pop-up stores. C'était vraiment le meilleur biais au début de notre société pour, se faire connaître et ne pas avoir trop de frais, avec des loyers fixes ou, des bails 369 directement. On voulait pas prendre trop de risques au début. Donc en fait, c'était le meilleur moyen pour nous d'avoir des opérations de quelques jours, quelques semaines pour déjà, bah, tester le concept, voir ce que ça donnait, voir comment ça fonctionnait, surtout avoir des retours, directs de la clientèle par rapport au produit, ce qui est pour nous, c'était hyper important parce qu'en fait, on arrivait avec un produit qui était encore, inconnu du public et complètement nouveau. Donc c'était très important, de le tester à ce moment-là et de voir les retours clients directs et indirects parce que du coup, on avait aussi beaucoup de retours, sur les réseaux sociaux à la suite de nos pop-up stores. Ce qui nous a permis, grâce à ça, d'adapter très vite la marque, d'adapter l'image de marque, d'adapter les produits, grâce aux retours clients. Donc pour nous, c'était vraiment hyper bénéfique et je trouve que c'est hyper intéressant surtout, au lancement d'une entreprise, d'avoir l'opportunité de pouvoir tester son projet de quelconque manière, même si c'est, assez proche, à un échantillon de personnes, de voir vraiment ce que ça donne, de voir les retours directs parce que finalement, c'est ça qui va vous faire que, vous allez pouvoir améliorer votre produit au plus vite et pas attendre des années avant de pouvoir le lancer en se disant: «OK, il faut que j'attende, tant de temps pour être sûr, vérifier, tous les points possibles et imaginaires». Alors que nous, quand on a démarré, pour vous dire, on a démarré avec, un tout petit stand, dans un centre commercial à Italie 2 et on aurait dit un peu un stand de kermesse, quoi. C'était pas du tout à la hauteur de ce qu'on fait aujourd'hui, mais on faisait à la hauteur de nos moyens. Mais ça nous a permis vraiment, d'avoir les retours clients et au final, on s'est rendu compte que les clients, à première vue, ils étaient intéressés par le produit. Ils s'en foutaient un peu de l'image, de ce qu'on renvoyait au tout début. Ce qui les intéressait, c'était le produit. Donc en fait et nous, ce qui nous intéressait aussi surtout, c'était de voir, qui allait venir, quelle typologie de clientèle, qui allait être notre cible. Parce qu'on se fait toujours une idée de qui peut être notre cible à un moment donné.
au début d'une boîte, mais finalement, tant qu'on s'est pas lancé, on sait jamais vraiment, qui va venir acheter nos produits, notre service ou autre. Donc en fait, c'est le meilleur moyen pour voir ça. Et nous, typiquement, si on a fait cette opération Italie 2, c'est que c'était un centre commercial, assez populaire où il y a un peu, tout type de personnes et on a pu vraiment voir qui était intéressé par notre produit et qui potentiellement allait venir, dans le futur. Donc grâce à ça, on a pu voir, quelle était notre typologie de clientèle et que c'était surtout un très bon segment de business à lancer, plutôt que de se lancer, par exemple, en vente en ligne. D'ailleurs un créneau qu'on a aussi lancé, mais qui était beaucoup plus, compliqué et en fait, encore une fois, on a toujours fonctionné en mode, comme on dit, test and learn pour voir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas, sans trop prendre de risques et sans trop apporter d'investissement. Mais cette méthodologie, en gros, de test and learn, ça permet vraiment de s'adapter très vite, de pas perdre de temps, de gagner du temps sur ses concurrents et surtout d'avoir les retours directement. Donc grâce à ce test and learn, on s'est rendu compte que, par exemple, pour la vente en ligne, donc tout ce qui est e-commerce, pour nous, pour toute la partie food, c'était très compliqué parce que, par exemple, pour la pâte à cookies, on a un produit qui est, frais et donc en fait, en termes de logistique, on s'y retrouvait pas du tout. C'était des frais qui étaient, exorbitants et en termes de coûts, c'était pas du tout faisable. Donc en fait, ça nous a permis de voir que ce segment-là de marché, c'était pas pour nous, qu'il fallait trouver d'autres moyens et donc on a décidé vraiment de se concentrer sur tout ce qui est, magasin éphémère. Voilà pour ça. On a aussi développé donc ça depuis, peu de temps, une partie, B2B. Cette partie B2B à la destination des professionnels. On l'a développée justement grâce à toutes nos opérations B2C pour vous dire à quel point, c'est important et à quel point ça peut amener d'essayer quelque chose, un créneau business, auquel on s'attend pas, un créneau de distribution. Le fait d'avoir, de s'être lancé dans toute la partie pop-up store, retail et cetera, ça nous a apporté, des opportunités B2B, ce qui est assez incroyable, et ce qu'on n'imaginait pas. En fait, maintenant, aujourd'hui, ça représente quasiment 30 de notre chiffre d'affaires, alors qu'au tout début, de l'entreprise, on misait absolument pas, du tout sur ça. C'était même pas une idée qu'on avait, imaginée et pour raconter une petite anecdote, en fait, c'était quand on a fait un magasin éphémère à Citadium. On était là pendant 2 semaines pour une opération et il y a une chaîne d'escalade qui est venue tester nos cookies. On savait pas, hein, qui était la personne et elle est venue tester, elle a goûté et en fait, elle est venue, elle nous a contactés après, par mail pour savoir, si c'était possible de se fournir chez nous en cookies et nous, bah, à cette période-là, on n'avait pas du tout ce segment-là. Donc on s'est dit: «Bah, nous, pourquoi pas?» Avec Emma, on s'est regardé, on s'est dit: «Bah, en vrai, ce serait trop dommage de se refuser cette opportunité». Donc on s'est dit: «Pourquoi pas?» et on a directement, bah, décidé de construire cette offre et de voir ce que ça donnait et depuis, c'est grâce à ce premier prospect qu'on avait développé toute une offre B2B. Donc en fait, comment ça fonctionne? On a, 2 offres. Donc en fait, les cookies qu'on vend en magasin, on a créé une recette spécifiquement pour les professionnels, qu'on met en sachet. Du coup, ça permet d'avoir une longue conservation et maintenant, ils ont la possibilité, du coup, de les vendre en snacking, dans leur magasin. Donc on vend maintenant, dans des cinémas, par exemple, on est vendu au Grand Rex, on est vendu dans pas mal de coffee shops, donc on est vendu dans les salles d'escalade Time District, on est vendu dans des endroits où il y a beaucoup d'activités, par exemple, des sites de gaming. On est vendu dans pas mal d'endroits où voilà, ils achètent nos cookies en sachet et donc voilà, ça fait une vraie plus-value en termes de business et on a aussi développé, donc il y a pas très longtemps, nos pots de pâte à cookies. Donc là, qui est vraiment, notre cœur de métier. Donc nos pots de cookies dough qu'on vend aujourd'hui, à des professionnels aussi, qui les vendent pareil en snacking et ça, c'est une recette qu'on a travaillé pendant près de 3 mois parce qu'en fait, il fallait qu'on trouve une DLC qui soit vraiment très longue, donc une date de conservation. Et là, on a validé il y a pas très longtemps sur 60 jours. Donc en fait, ça nous permet d'avoir, un deuxième produit, surtout notre produit qui est vraiment celui pour lequel on est connu et donc de le vendre, pareil à des distributeurs et générer du business. Donc voilà, pour, revenir sur la partie branding, comme vous l'avez compris, c'est, hyper essentiel et c'est grâce à ça aujourd'hui, que Wido a pu se faire une place sur le marché et surtout, c'est aussi pour ça qu'on est,
vraiment reconnus, là-dessus, c'est parce qu'on a bossé notre image de marque énormément. Depuis le début, elle a beaucoup évolué et je vous en parlerai ensuite. Vous allez voir l'évolution, de la marque, qui est assez impressionnante et hem et vraiment l'image de marque, c'est, vraiment faire en sorte que les clients ou même des gens maintenant qui passent dans la rue, je prends mon exemple vu que maintenant on a des boutiques, qu'on puisse être, reconnus, même, les gens ils arrivent dans la rue, ils nous reconnaissent rien qu'avec notre couleur, notre bleu. Ils savent que Wido, ils on a une couleur bleue et en fait, vu qu'on est quasiment les seuls, je crois que niveau food, on est, ouais, on doit très peu avoir de concurrents qui ont adopté, ce branding-là. En fait, on nous référence, nous, par exemple, à une couleur et en fait, c'est pour vous dire, c'est vraiment essayer de créer dans la tête du client, de vos prospects ou même dans la tête des gens en général, qui vous êtes et comment on peut vous reconnaître et donc ça peut jouer soit sur plein de choses. Ça peut être, comme nous sur notre identité visuelle, qui est vraiment très visuelle, qui a été très travaillée et il y a vraiment un style derrière qu'on a vraiment essayé de mettre en avant. Ça peut être, une promesse, un produit qui est complètement unique, qui a une valeur très spécifique. Je pense par exemple aux compléments alimentaires ou à d'autres choses comme ça, qui ont une vertu spécifique et on se dit: «OK, c'est ce complément alimentaire qu'il me faut» et du coup, leur communication et leur branding va être vraiment basé sur ça. Ça peut être aussi du coup par rapport à la clientèle que vous visez. Ça, c'est très important de savoir sa clientèle et d'avoir un bon ciblage. Parce que grâce à un bon ciblage, par exemple, nous, maintenant, on sait exactement qui on vise. C'est beaucoup les jeunes. Donc on sait par exemple qu'on va pas utiliser des réseaux sociaux, comme Facebook ou autre. On sait qu'on va utiliser plutôt, du TikTok, Instagram, du YouTube à fond, parce qu'on sait que notre clientèle, c'est très jeune, c'est entre 15 et 25 ans. Donc on va tout donner sur ça. Donc c'est hyper important de bien avoir ciblé bah, les personnes que l'on veut atteindre. Hyper important aussi, en troisième point, ce que je vous ai mis, c'est tout ce qui est valeur. Parce qu'aujourd'hui, des marques, par exemple, je prends l'exemple de la mienne, des entreprises de cookies, il y en a plein à Paris, des magasins de cookies, limite, il y en a maintenant, tous les 2 rues. Donc comment se différencier face à toutes ces boutiques de cookies? Bah, nous, c'est simple, on a un produit qui est différenciant parce qu'on a aussi la pâte à cookies et par contre, pour la pâte à cookies, sur Paris, on est que 2. Alors que sur le cookie, il y a au moins, maintenant, je pense qu'il y en a au moins une vingtaine, 25, boutiques de cookies. Donc c'était quasiment impossible de se différencier sur ça. Aujourd'hui, on a aussi des valeurs que nous, on essaie de mettre en avant. Par exemple, sur nos réseaux sociaux professionnels ou même sur nos réseaux sociaux personnels, on met vraiment en avant, ce côté chaleureux quand on vient en boutique. C'est ce qu'on essaie de partager, sur nos vidéos, dans les réseaux sociaux et cetera, où en fait, on a envie de partager nous, notre personnalité. Donc c'est-à-dire, on est des personnes jeunes actives, on est 2 femmes à la tête de l'entreprise, on gère quasiment tout toutes seules. On fait tout, on monte nos stands, on gère tout dans la boîte. Enfin vraiment, quand je vous dis par exemple, là on a du coup créé une boutique et lancé une deuxième boutique, à Rosny 2, on a tout ça en 2 semaines et on à 2 et quand je vous dis, c'est vraiment de A à Z, on a construit un stand. Donc en fait, un stand, c'est par exemple 3 nuits à le monter, c'est 1 ou 2 mois de préparation, on fait clairement tout. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que nous, dans nos valeurs, on a envie de montrer qu'un jeune entrepreneur peut réussir, peut y arriver. Donc on va essayer de le montrer via des vidéos, par exemple, un peu vlog, de comment on a monté le stand en plusieurs nuits, par exemple, notre dernier stand à Rosny. On va essayer de montrer vraiment à quel point on est heureuse, bah, d'avoir monté ce projet et que c'est pas que du business, pas du tout. C'est vraiment que c'est vraiment notre âme qu'on a mis dans le projet et en fait, à partir du moment où les gens le ressentent, bon, sans le vouloir, ils vont s'attacher à nous et ils vont s'attacher à l'histoire et c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de mettre en avant et ça fait partie donc vraiment de nos valeurs et quand je parle de valeurs, je parle aussi des valeurs qu'on transmet à nos équipes. Donc aujourd'hui, on est à peu près une quinzaine dans l'entreprise, en comptant, toutes les équipes de vente et cetera et on essaie vraiment de les sensibiliser à ça, au fait qu'on n'est pas une boîte toute simple, on est une boîte où ça fait 4 ans qu'on se bat comme des acharnés pour essayer de construire et de bâtir notre rêve, que c'est vraiment notre rêve, que c'est pas juste une boîte pour faire de l'argent, que c'est vraiment une boîte où on a mis toute notre âme dedans et on a vraiment envie de le partager et du coup, à partir du moment où nos équipes ont compris le message et que nos clients ont compris le message, en fait, on n'est plus juste une boîte de cookies. On est une boîte qui est, fondée par 2 personnes qui se donnent, à fond tous les jours, qui mettent tout leur cœur dans leur projet et qui, surtout essaient de mettre en avant des produits auxquels elles ont beaucoup travaillé, qu'elles aiment énormément et surtout qui peuvent plaire, au maximum de monde et qui peuvent plaire surtout à leur cible.
On s'adapte énormément à notre cible, d'où le ciblage qui est hyper important. Aujourd'hui, quand on cible, les 15-25 ans, même les 15-30 ans, c'est des personnes qui s'ennuient vite, c'est des personnes qui ont besoin de renouveau très rapidement. C'est des personnes leurs habitudes et leurs envies changent beaucoup. Aujourd'hui, on a accès à énormément de choses. On a accès à beaucoup de produits, beaucoup de services et donc il faut s'adapter. En fait, notre produit de 2019, je pense, ne plairait plus, à ceux de 2024 parce que, par exemple, tout 2019, le visuel n'était pas hyper travaillé, c'était pas hyper travaillé pour du repartage sur les réseaux sociaux, par exemple. Les boutiques, enfin, nos stands n'étaient pas visuellement hyper attractifs, donc ça donnait pas forcément non plus envie de partager le contenu. Là, aujourd'hui, tout est travaillé pour que quand on rentre dans la boutique, on rentre dans un univers, on rentre dans un univers où on a envie de prendre en photo, on rentre dans un univers où, bah, ça donne envie de prendre son pot en photo, de le partager, d'en parler à ses potes et et c'est vraiment aussi ce qu'on a voulu partager et aujourd'hui aussi, on au-delà de Wido, on nous référence à nous et ça, c'était un de nos vrais objectifs aussi. Par exemple, sur nos réseaux sociaux, Insta et TikTok, on met énormément en avant, nos personnalités, donc notamment, celle d'Emma que je filme beaucoup sur nos réseaux et dans un but que, en fait, les gens, quand ils viennent nous voir en boutique et cetera, ils sont contents de nous voir et c'est vraiment le but, c'est qu'on a essayé de casser, on veut pas créer ce côté, chaîne alimentaire ou autre. On vient juste dans un magasin pour acheter, on voulait vraiment créer tout un message autour de ça. Pour dire à quel point, voilà, le branding, ça englobe énormément de choses et pour définir une marque, pour moi, il faut d'abord se définir soi-même et à partir du moment où vous vous connaissez très bien normalement, qu'est-ce que vous avez envie de vous montrer à travers votre marque? Parce que c'est votre marque, c'est votre bébé, c'est vraiment, quelles valeurs vous avez envie de mettre en avant et en général, bah, finalement, au fond de nous, c'est un peu nos valeurs qu'on va mettre en avant. Nous, bah, c'est le partage qu'on a voulu toujours avoir. C'est, l'amour pour la food, pour la bonne food, c'est le goût des bonnes choses et c'est vraiment, bah, le smile, la bonne humeur, l'ambition et c'est tout ça qu'on essaie de mettre en valeur dans l'entreprise et pour finir, bah, comme j'en ai déjà parlé, rapidement, mais pour moi, l'identité visuelle, de votre marque va être hyper importante. C'est ça qui va vous définir et c'est ça aussi qui va définir votre cible. Parce qu'en fait, une identité visuelle, finalement, soit c'est une identité qui peut plaire un peu à tout le monde, qui est un peu passe-partout et ça, il y a des marques, des services, des produits auxquels, bah, il faut parce que voilà, elles touchent une clientèle et une cible assez large. Mais pour les produits, les services qui sont quand même assez ciblés sur une catégorie de personnes, par exemple, plutôt les jeunes, plutôt les personnes âgées, plutôt les personnes un peu de tous les jours, plutôt des personnes qui ont un budget beaucoup plus élevé que d'autres. Voilà, peu importe la personne qu'on cible, enfin la catégorie socio-professionnelle qu'on cible, bah, il va falloir quand même un minimum adapter son identité visuelle. Nous, je pense que notre identité visuelle, elle parle pas forcément, aux personnes plus âgées et cetera, parce qu'on a vraiment quelque chose de très peps, on a un mood, très lifestyle, old school, qui correspond à une certaine catégorie de personnes, où certaines personnes ne s'identifieraient pas du tout à notre marque. Donc ça, c'est des choix à faire et d'où, vraiment les couleurs, le ton que vous allez employer dans vos communications, la manière dont vous allez vous adresser aux gens. Même si dans vos vidéos, par exemple, quand vous faites des reels ou des TikTok, est-ce que vous allez tutoyer ou vous voyez pendant les vidéos? Tout ça, ça va vraiment, ça doit être travaillé pour savoir comment vous allez vous adresser aux gens qui vont regarder vos vidéos ou vos photos. C'est hyper important et quand on en revient du coup, si on veut vraiment résumer ça, c'est pour ça que je vous ai mis le quadrant du marketing parce que pour moi, c'est vraiment la base des bases. C'est numéro un, c'est étude de marché, c'est vraiment connaître par cœur son marché. Nous, on a passé, et encore, on apprend toujours, hein. C'est vraiment connaître par cœur, qui est dans votre marché, qui sont vos concurrents, qu'est-ce qui va se développer dans le futur, vraiment anticiper les besoins des gens. Hem, Qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui ramène le plus de chiffres? Qu'est-ce qui intéresse les gens? Et comment vous pouvez vous démarquer? Ça, c'est hyper important. Après, dans le marketing, donc vous avez forcément du coup la partie branding dont je vous ai parlé. C'est ce qui va vous permettre du coup d'avoir votre identité et de vous différencier. Il va y avoir toute la partie positionnement. Donc vous, par rapport à vos concurrents, comment vous vous positionnez? Donc c'est-à-dire quel est vraiment votre message? Qu'est-ce qui vous différencie par rapport à vos concurrents? Comment vous allez pouvoir vraiment, marquer vraiment le cerveau des gens, vous dire: «OK, là ma marque, il va s'en souvenir». C'est vraiment comment vous, vous allez vous positionner dans la tête des gens. Quand on va dire Wido,
à quoi on pense? Bah, on pense à la marque de cookies d'eau, qui est énormément sur les réseaux sociaux, qui a beaucoup d'innovation de produits, qui fait tout artisanal et qui est montée par Anastasia et Emma, parce qu'on parle quand même beaucoup de nous sur nos vidéos. C'est vraiment et aussi, maintenant ce qu'on dit de nous, par exemple, quand je parle de positionnement, c'est: «Ah, c'est la marque de cookies, qui est tout bleu là» et c'est tout bête, mais en fait, du coup, au moins on nous identifie et il y a rien de plus enfin, franchement, c'est hyper, flatteur et c'est nous pour nous, c'est un job du coup qui est vraiment, quasiment fait. C'est vraiment que les gens définissent notre marque dans leur tête. Là, aujourd'hui, on s'arrête dans Châtelet, on voit une boutique bleue, on sait que c'est Wido et il y en a beaucoup qui nous reconnaissent grâce à ça. Bon, on a un énorme travail à faire encore de communication et ça s'arrête jamais parce que voilà, on peut pas être dans la tête de tout le monde et il faut vraiment faire apprendre aux gens quelle est la marque, qu'est-ce que c'est et cetera. Du coup, on se répète toujours un peu dans nos vidéos, mais petit à petit, on commence à faire notre chemin et à entrer dans la tête des gens et ça, c'est très important. Le 4e point du coup, niveau marketing, c'est toute la partie distribution. Donc c'est vraiment choisir comme je vous le disais, c'est choisir vos axes de là où vous allez attaquer niveau vente, là où vous allez vouloir vendre votre service ou votre produit, à quel endroit, de quelle manière, comment. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc il y a plusieurs moyens, peu importe ce que vous vendez, peu importe si c'est un service ou autre, c'est, comment vous allez vous adresser à votre clientèle et où vous allez les attaquer. Donc que ce soit nous typiquement, on avait plein de possibilités. On avait le e-commerce, on avait le retail, on avait l'événementiel, on avait la grande distribution. On avait tellement d'endroits où finalement on pouvait vendre nos produits, mais il fallait un moment. Le plus important, surtout quand on lance une boîte, c'est de cibler un segment de distribution et se focaliser là-dessus. Ça sert à rien de vouloir vendre, un peu partout, en ligne, dans les librairies si par exemple on vend des livres, enfin tout ça sert à rien de vendre partout au début. Pour moi, il faut se focaliser sur un axe de distribution, le développer à fond et voir ce que ça donne. Bien évidemment, au début, quand on sait pas trop, le meilleur moyen pour moi, c'est de tester plusieurs biais, voir les retours, voir les chiffres, voir au niveau des coûts et à partir du moment où vous avez l'axe qui correspond le mieux à votre activité, bah, vous le développez à fond et vous le développez surtout sur ça. Parce que vraiment le fait de s'éparpiller, parfois, ça peut être très dangereux et très risqué. Parce que s'il y a un des segments qui marche pas, ça va plomber l'autre et du coup, bah, ça peut, complètement, faire chuter la boîte. Par exemple, nous, si on avait continué le e-commerce à un moment donné, ça aurait fait complètement chuter le retail parce que c'était tellement de coûts, tellement compliqué, ça prenait tellement de temps par rapport à ce qu'on y gagnait, qu'en fait, on se focalisait plus du tout sur nos boutiques et ça aurait été la chute de nos boutiques. En plus de ça, 2e point, c'est que d'un point de vue communication, quand on communique sur plusieurs axes de distribution, on est vendu là, on fait ci, on fait ça, on vend ci, on vend ça, les gens, ils sont complètement perdus, on comprend pas ce qu'on fait et donc vraiment se positionner sur un branding clair, un positionnement où vous avez un message et un axe de distribution un seul, au tout début en tout cas. Pour moi, c'est la meilleure stratégie à adopter. Après voilà, ça reste subjectif, c'est mon avis mais il y a plein d'autres possibilités, mais en tout cas moi, c'est de comment je vois les choses. Je voulais vous parler d'un principe pour moi que j'adopte et qu'on entend énormément parler dans le monde, de l'entrepreneuriat, c'est, le golden circle de Simon Sinek et ça répertorie un peu, tout ce dont je vous ai parlé. C'est qu'en fait, il y a 3 choses hyper importantes à savoir et c'est 3 choses qui vont résumer la boîte. Donc on a beau avoir un business plan, un business model, de 80 pages, si on n'a pas ces 3 réponses à ces questions-là, bah, la boîte, elle peut partir un peu dans tous les sens et c'est hyper important d'avoir les réponses à ces questions. Donc bien évidemment, vous avez le what, qu'est-ce que vous vendez? Vous avez le how, donc pourquoi et comment surtout vous allez le vendre et surtout le why, donc ce fameux pourquoi qui est vraiment l'ADN de votre boîte. Qu'est-ce qui vous amène à avoir créé ce produit, ce service? Pourquoi vous le vendez? Enfin, en fait, c'est pour moi le why, c'est comme, on le dit dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est un peu l'âme du projet. C'est vraiment ce qui vous distingue. C'est ce pourquoi on va retenir, votre produit ou votre service. Qu'est-ce que vous avez de différent? Pourquoi on achèterait votre produit ou votre service? Et il faut absolument avoir son why parce que finalement, ça va être l'ADN de votre projet et c'est surtout c'est comme si ça va être à l'intérieur de vous. OK, moi mon why c'est ça et c'est le message que vous allez devoir véhiculer vraiment à tout le monde, à tous ceux qui vous suivent. Donc pour ça, c'est hyper important. Bien évidemment, le comment vous allez ensuite vendre votre produit ou votre service, bah, c'est tout aussi important parce que c'est la manière
de faire. Donc enfin, finalement, quand on lance un projet et qu'on sait pas comment on va le faire, bah, on se tire un peu une balle dans le pied. Il faut vraiment avoir une stratégie de comment on va le lancer, comment on va attaquer sa cible, comment on va faire pour pouvoir évoluer et grandir avec, son produit ou son service. Et enfin, vous avez donc le what, qu'est-ce que vous vendez? Et bien évidemment, c'est la base des bases, le bon produit, le bon service et une fois que vous avez ces 3 axes, c'est vraiment faut pas les oublier. Il faut pas s'éparpiller, il faut pas surtout pas sortir du cercle. Il faut bien les garder en tête parce qu'en fait, on a tendance à quand on a une entreprise ou quand on lance une entreprise, à vite voir d'autres opportunités, vite voir, d'autres moyens de le faire et cetera et certes, on a toutes les possibilités de se remettre en question et il faut se remettre en question, mais il faut garder une ligne directrice. C'est hyper important pour faire en sorte que ça reste logique dans la tête des gens et pour vous, vous projeter et surtout avoir une ligne, stratégique de la manière dont vous allez communiquer, la manière dont vous allez marketer votre produit et tout va être lié à ça. Tout va être lié à votre why et si vous sortez un peu de votre why, bah, en fait, les il y aura plus trop de sens et les gens vont moins comprendre ce sur quoi vous allez vendre ou vendre votre produit ou votre service. Alors, pour tout ce qui est identité, bon, j'en ai déjà un peu parlé, mais je voulais un peu parler de nous, comment on a construit finalement, notre identité et à quel point on l'a travaillée pour dire à quel point c'est important et pour vous dire d'un point de vue visuel aujourd'hui, à quel point face à énormément de concurrence, l'identité d'une marque, que ce soit visuel, que ce soit, sur tous les autres points, c'est important. Donc en fait, on avait un challenge, c'était comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était se démarquer sur un marché saturé. Il y a énormément de boutiques de desserts, tout court, qui sont des concurrents, indirects, mais c'est des concurrents et il y a encore plus de boutiques de cookies. Donc en fait, sur un marché saturé comme ça, pour nous, il nous fallait absolument une identité visuelle forte. Au début, on s'en rendait pas vraiment compte. Au début, ce qu'on a fait, pour vous dire, c'est qu'on a beaucoup benchmarké, les concepts food en se disant: «Bon, bah, je lance une marque, je vais regarder ce qui se fait pas, les couleurs qui reviennent, les tons qui sont employés. Je vais surtout regarder, les concepts de food qui marchent et je vais m'en inspirer». Je pense que l'erreur qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on s'est trop inspiré, de ce qui se faisait déjà et au tout début, avait adopté des couleurs, des polices un peu trop classiques et un peu trop, impersonnelles par rapport à ce que nous, on voulait véhiculer. Parce qu'on n'avait pas vraiment travaillé justement notre why et pourquoi, qu'est-ce qu'on avait envie de montrer et qu'est-ce qu'on avait envie de partager à nos futurs clients. Donc voilà, on était un peu partis dans tous les sens et ce challenge a été, plus qu'important et finalement, bah, je pense que c'est pour ça qu'au début, on perçait pas trop sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'arrivait pas trop à se démarquer par rapport aux autres, parce que je pense qu'on se calquait trop à ce qui se faisait déjà. Alors qu'en fait, il faut se créer sa propre identité, il faut se créer son propre message, il faut se créer son propre style de vidéo, il faut créer sa propre communication. On peut s'inspirer, mais on peut pas non plus trop, s'inspirer des autres parce que finalement, ça sera du vu et du revu et les gens, bah, aujourd'hui, les gens, ils scrollent. Donc en fait, si on fait du vu et du revu, qu'on s'inspire trop sur ce qui existe déjà, bah, en fait, on lasse les gens et ça intéresse beaucoup moins. Donc nous, on a essayé de casser tout ça et par exemple, le bleu que vous voyez, hem, c'était je pense que 90 des gens nous ont dit, qu'ils aimaient pas ce bleu-là, que c'était pas du tout une couleur faite, pour tout ce qui était alimentaire, que ça allait pas marcher, que ça connotait, hôpital, enfin que ça faisait des connotations pas du tout food et au final, bah, nous, on est partis du principe, on s'est dit: «OK, on va casser les codes, on va partir sur quelque chose, bah, de complètement différent». On a pris un pari risqué, mais pour moi, pari gagné, parce que maintenant on a une identité visuelle qui est complètement unique et qui fonctionne. Donc comme quoi parfois, faut pas écouter les gens, faut se fier à vous, votre instinct et ce que vous avez envie de faire. Aujourd'hui, on a une cible, comme je l'ai dit, de 15-25 ans, de jeunes actifs et touristes, d'où le fait qu'on a une marque qui est, franco-anglophone. On a beaucoup de communication en anglais et beaucoup en français. Parce qu'en fait, par exemple, on est dans un centre commercial à Val d'Europe et 80 des gens, c'est des touristes, et ça, c'est quelque chose qu'on avait analysé avant même de se lancer là-bas. Donc ça fait peut-être 2 ans et demi qu'on a remarqué qu'on avait une énorme clientèle de touristes
parce que finalement la cookie dough, c'est énormément connu dans le monde entier et ça l'a été après en France et en Europe. Donc en fait, logiquement, nous on s'est dit en plus de ça, on s'est inspiré à New York et au Canada. Nous, on a envie de garder ce côté un peu anglais et cetera, donc par exemple, nos sweats, nos t-shirts, notre slogan, tout est en anglais. Ça, c'était un choix de notre part, bah, même notre nom d'ailleurs qui est Widow. D'ailleurs Widow égale, on a choisi ce nom-là parce que c'était cookie dough, donc pâte à cookies. On a choisi de garder le côté pâte et le oui, doux, un jeu de mots en mode on l'a fait, on le fabrique. C'est voilà un mix de jeux de mots, tout ça. Mais pour vous dire que dès le début, on avait ce côté: «OK, on veut garder cette connotation anglophone», parce qu'on sait que dans notre clientèle, on aura des touristes, c'est sûr. Donc ça, c'est un bon point pour nous, je pense et ensuite, c'est quelque chose finalement qui nous correspond parce que ça ramène un peu le côté, street, old school, qu'on voulait partager. Au niveau du positionnement qu'on a choisi de faire, donc quand je vous dis positionnement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment qu'est-ce qui va vous différencier par rapport aux autres? Nous, ce qui nous différencie aujourd'hui et de comment on se positionne dans la tête des gens, c'est qu'on est une marque où on lie un peu food et lifestyle. C'est-à-dire qu'on rentre dans notre boutique, on a des t-shirts qui sont accrochés, on est tous en sweat, on est tous en basket, on a tous des casquettes. On s'est adapté à un mood en fait vraiment très, lifestyle et en même temps streetwear. C'est pour ça qu'on a fait par exemple des opérations très ciblées avec des enseignes qui correspondent à notre image de marque et c'est aussi pour ça qu'on a réussi à travailler cette identité visuelle et cetera très poussée sur le côté streetwear, en faisant des collaborations avec des marques qui sont dans le même mood que nous. Je pense à Citadium, avec qui on a fait, 3 ou 4 pop-up stores avec eux. Citadium, c'est typiquement notre clientèle. C'est, des jeunes de 15-25 ans, des jeunes actifs qui ont un peu d'argent. Il y a tout autant de touristes. Il y en a beaucoup qui parlent anglais. Ils s'habillent tous, des marques un peu, de skate, de surf et cetera. Ils vont tous là-bas. Bah, c'est exactement nous, l'identité qu'on s'est créée. Et aujourd'hui, sur le marché du cookie, de la balle à cookies, on est les seuls à avoir une identité de marque aussi poussée et aussi liée à un mode de vie un peu lifestyle et c'est vraiment ce qu'on a envie de partager. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a pu se créer ce côté, différent par rapport aux autres. D'où le positionnement et d'où l'importance du positionnement, même dans un marché très concurrentiel. Pour moi, vous avez toutes les chances de pouvoir vous différencier si vous avez vraiment votre ADN qui ressort dans votre identité. Et enfin, du coup, le mode de distribution. Donc comme je vous l'ai dit, nous, du coup, maintenant, on a les pop-up stores et on a la partie aussi B2B. Mais cette partie B2B, par exemple, on en parle beaucoup moins. On en parle sur LinkedIn. C'est quelque chose qu'on a décidé vraiment de délimiter, justement, pour pas perdre nos clients sur les réseaux sociaux. Si je parlais aujourd'hui, sur mes réseaux sociaux, dans mes stories, en leur disant: «OK, aujourd'hui, on a 3 magasins, vous pouvez nous retrouver là, mais aussi vous pouvez nous retrouver, dans les salles d'escalade machin, dans les Franprix, dans nin nin nin». En fait, les gens, ils sont complètement perdus, ils savent plus où aller. Aujourd'hui, nous, l'important, c'est qu'ils viennent dans nos magasins parce qu'en fait, toute la partie B2B, c'est-à-dire coffee shop, grande distribution et cetera. Pour nous, c'est du plus et c'est pas la même clientèle. Donc on préfère en fait travailler à fond notre image de marque, qu'ils viennent dans nos magasins et que si jamais ils se retrouvent à aller grimper dans une salle d'escalade où il y a nos cookies qui sont vendus, bah, qu'ils se disent: «Ah mais c'est Wido» et là qu'ils vont prendre un cookie. Mais en fait, du coup, notre communication qui est travaillée principalement sur le mode B2C, bah, aide le B2C à tourner, le B2B à tourner. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Mais en gros, notre communication qui est vraiment dédiée au B2C, dans tous les cas, va aussi fonctionner pour le B2B de manière indirecte et c'est vraiment un choix parce qu'en fait, on a remarqué que si on parle de trop et de tout, sur nos réseaux sociaux, Insta et TikTok, bah, les gens sont perdus. Ils s'habituent à un type de post, un type de vidéo et ils se perdent complètement si demain je fais une vidéo dans un magasin, on est vendu aussi à Franprix. Si je fais une vidéo dans un magasin Franprix, les gens ils vont se dire: «Mais ils font quoi Wido en fait?» Ils sont vendus en grande distribution, ils sont vendus en retail, ils ont des boutiques, ils ont des pop-up stores. Est-ce qu'ils restent dans leur pop-up store? Est-ce qu'ils vont avoir des boutiques permanentes? Ils sont complètement perdus et en fait, du coup, ça desservirait complètement la marque. D'où l'importance, dans votre identité et dans votre communication, de cibler sur un mode de distribution unique parce que sinon, c'est trop compliqué et les gens vont se perdre. En tout cas, nous, dans notre business, en tout cas, il y a aucune marque de cookies, qui communique et sur, de la vente, par exemple, en ligne et sur de la vente en retail. En tout cas, ça se faisait avant, mais maintenant beaucoup moins parce que les gens sont trop perdus sur ça.
Donc voilà pour ça. Donc pour résumer, comme je l'ai dit, on a une image maintenant aujourd'hui vraiment street, pop, avec des couleurs vraiment, très visuelles, pour marquer notre identité et très old school. Donc chaque élément a été pensé dans le but de créer un univers complètement unique basé sur la gourmandise et le lifestyle. Si vraiment je devais définir 2 mots, c'est vraiment ça, c'est gourmandise parce que du coup, on a créé toute une expérience autour du produit et le côté lifestyle parce qu'à côté de ça, tous nos employés, ils ont des t-shirts hyper travaillés, un peu, oversize, tout le monde a des sweats et cetera. Vraiment ce mode un peu lifestyle où tout le monde est un peu stylé dans la boutique et c'était vraiment l'objectif dans le but de se différencier. Alors, pour continuer, bah, voilà, je vous parlais typiquement de bah, d'ailleurs un exemple de notre pop-up store à Citadium, sur la gauche là. Donc en fait, c'est intéressant de vous parler de ça aussi parce que c'était typiquement un événement pour la Saint-Valentin, dans un endroit qui correspondait 100 à notre image de marque, qui correspondait à notre identité et dans lequel on a pu cibler notre clientèle et dénicher des opportunités B2C et B2B. Grâce à ça et en fait, grâce au fait de cibler des bons partenariats ou des bonnes collaborations quand vous construisez votre marque ou votre entreprise qui correspondent vraiment vous à votre ADN, bah, quand on est peu connu ou quand on essaie de se construire quelque chose, même nous à notre stade au bout de 4 ans, bah, on cherche toujours à se faire plus connaître. Pour nous, on n'est pas du tout assez connus. Voilà, on n'est qu'au début de notre notoriété. Donc en fait, le fait de bénéficier, de l'image, de l'attractivité d'enseignes qui vous correspondent, là typiquement au Stadium, bah, pour nous, c'est hyper bénéfique parce qu'on va attirer la clientèle qu'on cible, donc qui nous correspond. On va en plus tout jouer sur le marketing et montrer notre univers grâce à des pop-up stores qui sont finalement pas très compliqués à mettre en place. Voilà, vous avez un petit espace avec quelques mètres carrés pour exposer votre marque et avec un format, de loyer assez, abordable. Par exemple, des enseignes comme, celle-là vous prennent des commissions sur vos chiffres d'affaires. Donc ouais, ça vous évite d'avoir trop de risques, par exemple de prendre un loyer ou de faire un pop-up store, à vos frais avec des loyers très chers. Donc voilà, ça c'est vraiment la bonne alternative. Par contre, pour pouvoir faire ce genre d'opération, il faut avoir justement un branding et une image de marque assez forte qui correspond à l'enseigne. Si on n'avait pas travaillé. D'ailleurs, on connaît plutôt bien maintenant le responsable marketing, enfin l'ancien responsable marketing de, l'enseigne Citadium qui, nous a un peu pris sous son aile, au tout début de Wido et qui nous a justement vraiment briefé sur l'importance du branding, l'importance de créer une marque et qui nous a posé la question plusieurs fois: «Qu'est-ce que vous voulez faire de votre marque? Quelle image vraiment vous avez envie de partager aux gens? Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui?» Et nous, on était en mode: «Bah, on a envie d'une marque qui nous ressemble, on est des personnes, voilà, on aime bien s'habiller, on aime bien le côté street, on adore Citadium typiquement, on aime tout ce qui est gourmand et cetera». Et bah, il nous a dit: «Bah, typiquement, on peut faire le test chez nous, d'intégrer votre marque et faire, et mixer un peu food et lifestyle». Donc les gens, ils vont venir acheter un t-shirt et pourquoi pas, ils vont prendre un cookie. Donc en fait, ça fait partie des premières expériences qui mixent un peu le côté expérience shopping et retail et finalement, ça a carrément fonctionné parce qu'en fait, tout était coché. On avait la même clientèle, on avait la même ADN de marque. En fait, l'ambiance de notre pop-up store qu'on a créé à Stadium plusieurs fois, bah, ça rentrait typiquement dans le mood des magasins. Donc en fait, c'était parfait et pour vous dire à quel point, voilà, le positionnement de la marque est important et de faire des collaborations avec des enseignes qui vous correspondent, c'est encore plus important et surtout, je retiendrai toujours quelque chose qu'il nous a dit le responsable marketing de chez Citadium, c'est surtout le plus important, c'est de ne pas faire de collaboration ou de partenariat avec des marques qui sont peut-être très reconnues, mais qui ne vous ressemblent pas. Parce qu'encore une fois, il y aura aucune cohérence et même si vous avez bénéficié de la visibilité, peut-être si vous avez une opportunité un jour qu'on vous dit: «On peut faire une collab, ou je ne sais quoi avec une marque, qui a, 100 000, 200 000, 500 000, 1 000 000 d'abonnés ou plus, mais qui correspond pas du tout à votre ADN de marque», bah, pour moi, ça peut complètement flop. Typiquement, je ne citerai pas, mais il y a un de nos concurrents, sur Instagram qui vend des cookies et de la pâte à cookies, je crois et qui fait tout le temps des collaborations, et des jeux concours avec des marques typiquement, des marques d'hygiène, des marques de papier toilette, des marques, où on se dit: «Mais ça a aucun sens. Pour faire quoi?» Non, lui, le but, c'est de gagner des abonnés, mais pour ses abonnés, bah, en fait, il a aucune ADN de marque. Il y a aucun lien avec, son identité qu'il est en train de créer
il vend des cookies et il va faire des jeux concours avec, des marques qui vendent du papier toilette, ça a aucun sens et vraiment je parle d'un exemple réel. J'ai vu ça il y a pas longtemps et j'étais en mode: «Je comprends pas, l'idée en fait». C'est et du coup, faut faire hyper attention et pour moi, il faut rester cohérent jusqu'au bout, de A à Z, avec l'identité que vous avez envie vraiment de partager et de pas faire n'importe quoi avec n'importe qui et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, finalement, même si on est peu connu et que c'est le tout début, on peut facilement avoir des opportunités de collaboration, mais beaucoup de collaborations n'ont pas forcément de sens, il faut vraiment cibler et ça, c'est hyper important. Quand je parlais de positionnement, ce qui est important de faire, quand vous vous lancez, c'est du coup, comme je vous l'ai dit, de bien analyser vos concurrents. Il faut vous positionner par rapport à vos concurrents, de voir, selon 2 ou 3 critères. Nous, dans le monde du cookie et de la pâte à cookies et cetera, il y a 2 choses, c'est le positionnement prix, donc à quel point sur nos cookies à 2,50 ou à 4 € et le positionnement du coup d'un point de vue qualité, si on est vraiment industriel ou artisanal. Nous, aujourd'hui, ce qui nous différencie, c'est qu'on est 100 artisanal et du coup, forcément, on a un prix assez élevé. Donc on ne se considère pas non plus dans le bas de gamme, on se considère plutôt dans le moyen haut de gamme avec une qualité plus plus vu qu'on reste dans l'artisanal. Mais du coup, grâce à ça, grâce à ce positionnement qu'on a adapté d'ailleurs au fil des années, on a accès aujourd'hui à des collaborations qu'on n'aurait jamais pu avoir avant. Des endroits, des événements avec des marques géniales, qui nous auraient jamais ouvert la porte si on n'avait pas ce positionnement-là. Donc c'est un choix à faire et ça, c'est aussi vous allez l'établir surtout en fonction du prix auquel vous allez vendre votre produit, de la qualité, des matières premières, des matières, même, je sais pas si vous faites de la déco, si vous avez un service ou autre. Vraiment le prix, ça va beaucoup déterminer votre positionnement. Parce que déjà, vous allez vous positionner par rapport à vos concurrents. Si vous avez un produit vraiment d'appel, entrée de gamme et cetera. Si vous allez cibler plutôt une clientèle avec un produit assez haut de gamme, tout va dépendre de ça. Donc le positionnement, c'est hyper important et c'est là où vous allez pouvoir choisir une stratégie pour vous démarquer de vos concurrents. Donc pour continuer, voilà, je voulais vous montrer un peu l'évolution de la marque, de la nôtre. Quand je vous disais qu'au début, on avait une marque qui était très, très classique. Typiquement le rose, dans l'univers de la food, même de la food and beverage, en général. Donc c'était un peu la couleur classique qui passe partout. Donc on s'est dit: «OK, on part sur une marque rose, on part sur un Wedou assez simple, marron, pour rappeler un peu le côté cookie et cetera». Mais finalement, est-ce que ça nous correspondait et est-ce que ça nous ressemblait? Pas du tout. Pareil, sur la photo où je suis là d'ailleurs, j'ai un t-shirt blanc et rouge avec j'avais marqué Wido dessus, mais finalement c'était même pas la couleur de la marque, enfin, il y avait aucune cohérence avec ce qu'on faisait, même si voilà, on avait les pots adaptés à la couleur, mais il y avait pas l'ADN en fait qu'on voulait montrer. C'était pas nous, ça nous ressemblait pas et donc en fait, à partir de 2022, on a revu complètement l'identité. On est parti sur, 2 couleurs uniquement, sur le blanc et le bleu. Sur le côté justement qu'on voulait, le côté street, le côté, un peu, punchline, mais punchline marrante, avec vraiment tout était adapté à ça. Donc des t-shirts, les pots, on a revu tous nos packaging de A à Z. Donc en fait, tout le monde peut pas faire ça au début d'une marque, changer aussi vite d'image parce qu'en fait, nous par exemple dans la food, bah, il y a des packaging qui vont avec et les packaging ça coûte très cher. Donc forcément, on a mis du temps et entre la période où on a lancé, donc 2019 à 2022, à 2023 même, où on a changé la marque, bah, il y a eu quand même un long moment pour se refaire de la trésor, construire l'image, être sûr de ce qu'on voulait et là aujourd'hui, surtout, bah, on s'en lasse pas, on est hyper content de ce qu'on a créé, on a vraiment notre identité, on se reconnaît dans la marque et ça, c'est le plus important pour moi. À ce jour, cette image de marque, elle est toujours là, on n'a pas prévu de la revoir parce qu'elle fonctionne très bien. Si demain, on décidait de changer par contre maintenant, en 2024-2025, de couleur, bah, là, c'est sûr qu'on perdrait tous nos clients. Il y a énormément de gens, je pense à Tropicana là, qui avaient changé complètement leur bouteille, de visuel, de packaging il y a pas très longtemps là. Ils ont perdu mais tellement de chiffre d'affaires parce que ça a perdu tout le monde. Donc il faut faire très attention et il faut profiter du début de la marque. Donc quand vous êtes pas trop connu, donc quand je disais qu'il faut tester, faire du design thinking, aller sur le terrain, voir ce qui plaît, voir les couleurs qui marquent, tester plusieurs choses, vraiment faire du A/B testing, du test and learn, tester vraiment un maximum au début ce qui fonctionne. Surtout, voir vraiment, ce qui attire les gens et deuxièmement,
quand vous pensez avoir la bonne image de marque, les bonnes couleurs, le bon ton le bon ton de communication, enfin plein de choses comme ça. Il faut être sûr que vous allez pas vous en lasser. Ça, c'était une grande peur avec Emma, c'est par exemple le rose, on s'en est très vite lassé, on pouvait plus le voir donc en fait, voilà et là le bleu on s'est dit: «OK, bon c'est quand même une couleur forte, est-ce qu'on va s'y habituer? Est-ce que dans 3 ans on va pas vouloir rechanger?» Et on était assez sûres de nous toutes les 2, je sais pas, c'est instinctif je pense et il y a même 1 an et demi, on nous avait tellement dit qu'on n'aimait pas notre bleu pour vous dire, qu'on a failli repasser sur du vert, un vert un peu foncé, que moi finalement on a changé tous nos packaging et cetera, ça nous a coûté hyper cher. Finalement quand j'ai vu, le vert mis en place à la place du bleu, j'ai détesté, mais on a remis tout en bleu. Donc je pense qu'il faut pas trop écouter les gens, se faire confiance, parce que finalement c'est votre marque, c'est votre ADN, c'est votre personnalité qui est en jeu aussi, c'est la personnalité de votre marque. Donc certes, il faut que ça s'adapte au public, à votre clientèle, mais il faut surtout que vous en soyez fiers. Et à partir du moment où vous êtes fiers de votre ADN, de votre marque, ça se sentira et ça marchera. J'en suis sûre. Donc là, je voulais vous montrer, je vous ai mis quelques photos par exemple de la boutique, qu'on a lancée à Châtelet. Donc vraiment toujours pareil, cet univers hyper bleu. On a construit, sur la gauche, vous voyez une niche avec du coup nos t-shirts, un peu street. Sur la porte, un slogan, un peu, attractif, voilà, qui donne envie de rentrer et de découvrir ce qui s'y tient. Et du coup, donc une niche avec nos livres, nos packaging et cetera. À l'entrée de la boutique, on a mis par exemple des sièges, un peu façon, métro, subway, pour rappeler ce côté un peu new-yorkais et à droite, donc vous avez donc toute la vitrine de cookies, des cookies vraiment à l'américaine pour rappeler ce côté vraiment, encore une fois, street et hyper design épuré. Donc pour tout ce qui est partie communication, je vois qu'il est déjà 16 heures, je vais faire assez vite. Hem, donc au niveau des je vais faire surtout sur les bases, mais c'est assez classique, pour bien établir sa communication. Finalement, ça revient un peu comme le branding, mais les objectifs doivent être hyper clairs. Voilà, ça doit être assez simple. Qui vous voulez cibler, comment vous voulez cibler et quel message vous avez envie de transmettre. C'est vraiment ça et surtout les canaux que vous allez choisir. Quels réseaux sociaux? Est-ce que vous voulez plutôt attaquer avec la presse? Est-ce que vous voulez plutôt attaquer avec, les réseaux sociaux Insta, TikTok? Est-ce que vous voulez plutôt attaquer avec les reels, les vidéos? Est-ce que vous voulez plutôt attaquer avec les influenceurs? Est-ce que vous voulez faire un mix de plusieurs choses? Il faut vraiment choisir vos canaux pour pouvoir les travailler au mieux et faire en sorte que ce soit le plus pertinent possible. Dernier point et pas des moindres, c'est tout ce qui est KPI. Il faut absolument avoir des objectifs clairs dans sa tête. OK, en 6 mois, combien d'abonnés je souhaite, avoir sur mes réseaux sociaux? En 6 mois, combien d'engagements j'ai envie d'avoir sur mes vidéos? Sur cette vidéo-là que je vais lancer pour ma vidéo de lancement, je vise tant, comment je vais pouvoir les atteindre? Est-ce que je vais tenter sur de l'organique? Est-ce que je vais devoir prendre de la publicité? Comment je vais faire pour pouvoir atteindre mes objectifs? Si vous n'avez pas d'objectif, vos vidéos, vos photos, votre stratégie de communication, elle aura moins de pertinence parce que du coup, vous allez pas avoir de résultats, vous allez pas avoir la satisfaction de se dire: «OK, j'ai atteint 80 de mon objectif. Là, je m'étais dit que je voulais gagner, plus de 1 000 abonnés en 6 mois. J'ai gagné plus 1 500, bah, c'est déjà 80 de mon objectif, c'est trop bien» et c'est un côté où du coup, ça rend fier aussi et c'est hyper intéressant et important d'avoir ces objectifs-là en tête. Donc je vais montrer par exemple, nous, par exemple, un comment on fonctionnait sur une stratégie de lancement, par exemple pour le magasin, qu'on a lancé à Châtelet. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est simple, moi, comment je construis ma stratégie de communication? C'est typiquement là, c'était notre première boutique, il fallait vraiment qu'on donne tout et en même temps, d'un côté, on avait peu de temps. Donc en fait, il y avait 2 objectifs, c'était faire un maximum de communication avec très peu de temps et peu d'argent parce qu'on avait énormément investi dans la boutique. Donc en fait, on s'est dit: On va faire des vidéos teasing à fond. L'idée, c'est de vraiment parler de la boutique au maximum avant. Donc en fait, on a fait des vidéos sur Insta et TikTok, pas forcément les mêmes, parce que nos stratégies sur Instagram et TikTok d'ailleurs n'est pas complètement pareille, parce que pour moi, c'est pas la même cible. Donc les vidéos teasing, ce qu'on a fait, c'est que par exemple, on a fait une vidéo où on annonce, qu'on a une nouvelle à hyper importante hyper importante à annoncer. Une deuxième vidéo où on a placardé Paris d'affiches et on s'est filmé en faisant ça, en disant, «Wido arrive avec une boutique» et cetera. Et une dernière vidéo
où là, par exemple, on avait les clés de la boutique, on a fait un peu, l'avant-après de la boutique en mode: «Ça y est, on est lancé, venez nous voir» et cetera. On a fait une soirée d'inauguration, où on a essayé d'inviter, un maximum de personnes, mais surtout des personnes pour nous qui avaient un intérêt, soit d'un point de vue influence, soit d'un point de vue presse. Et on a fait aussi une deuxième inauguration d'un point de vue plutôt proche, parce que finalement nos proches, c'est les premiers alliés pour nous faire de la communication hyper positive au lancement de quelque chose. Et aussi ça fait du bien, voilà, d'avoir un peu, d'avoir ses proches autour de soi après autant de travail et cetera, donc c'était hyper important. En troisième, on a fait une vidéo d'ouverture où du coup on a inclus, la partie, comment on a généré un peu, comment on a trouvé cette boutique et surtout comment on a géré les travaux de A à Z. On a fait aussi un avant-après travaux sur nos réseaux sociaux, donc voilà, où on pouvait vraiment, voir, la différence entre, le début du magasin avant qu'on lance, tous les avant qu'on lance, tout le chantier et l'après, donc c'est quelque chose de très visuel, de satisfaisant pour les gens à voir et du coup d'hyper intéressant. Et enfin, on a créé avec un partenaire, une roue cadeau. Donc pendant 2 semaines, entre, l'ouverture et 2 semaines après, on a créé un petit jeu concours, en ligne hyper interactif. On voulait pas créer un simple jeu concours sur nos réseaux sociaux. En fait, on s'est dit: «Là, l'objectif, c'est de faire venir des gens en boutique». Donc l'idée, c'est de faire un jeu concours en boutique. C'était un pari un peu risqué parce qu'on s'est dit: «Est-ce que les gens vont vraiment se déplacer?» Mais ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va faire des gros lots. Donc on a fait gagner, par exemple, 6 mois, 1 an de pâte à cookies et par contre, il fallait venir en boutique pour, jouer à ce jeu. Donc en fait, ça nous a permis et d'avoir de la communication, de la visibilité, de l'engagement sur les réseaux sociaux et de la visibilité en boutique où les gens ont pu venir nous voir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a partagé sur tous nos réseaux sociaux et on voulait vraiment créer quelque chose d'un peu différenciant par rapport à ce qui se fait d'habitude. Donc en fait, on a un partenaire, qui s'appelle Hélène et en fait, l'idée, c'est qu'ils font des petites pastilles comestibles, sucrées, donc en fait, qu'on peut rajouter, dans nos pots de pâte à cookies, en fait, avec un petit QR code. Donc les gens, quand ils venaient en boutique, fallait dans tous les cas qu'ils achètent un petit pot ou quelque chose. Ils avaient la possibilité de jouer et c'était un jeu 100 gagnant. Donc dans tous les cas, ils disaient pas: «Bah, vas-y, je me suis déplacé pour rien et cetera, j'ai dû acheter quelque chose et ça a rien donné». Là, ils se déplaçaient et ils avaient la possibilité de gagner quelque chose. Donc ça a vraiment bien fonctionné et ça nous a permis de créer l'engagement, de se créer une première base de données de clients et de voir, aussi, un peu les retours, sur la boutique, car c'était le tout début de la boutique, donc c'était hyper intéressant pour nous. Là, les prochaines étapes, pour vous dire, dans notre, stratégie de communication pour le lancement de notre boutique, on va bosser sur, toute une campagne d'influence. Donc ça, c'est vraiment à définir en amont. Typiquement, on n'a jamais bossé avec des influenceurs avant et ça, c'est une stratégie que moi j'ai en tête depuis le début. En fait, je voulais pas vu qu'on avait un modèle de distribution, de type pop-up store sur quelques semaines, quelques jours, je voulais pas griller ma carte influenceur dès le début. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit: «Si je fais venir tous les influenceurs au début, quand je fais juste des pop-up stores, des opérations de quelques semaines, oui, ça va m'aider et ça va créer un gros buzz». Mais en fait, le fait que c'était de la courte durée, en fait, je créais le buzz moi-même sans même avoir fait appel à des influenceurs. C'était un peu du bouche à oreille et ça a déjà très bien fonctionné. Donc je me suis dit: «Je me garde la carte influenceur quand j'aurai ma boutique fixe», parce que là, ça va être sur du long terme et je préfère qu'ils communiquent sur une boutique qui est fixe et je sais que dans 3 ans, je serai toujours là, plutôt que sur un pop-up store où je suis là juste 2 semaines et du coup, les gens vont, encore un peu perdus, que si je bouge d'emplacement, bah, je serai déjà plus dans l'autre endroit. Donc en fait, il y a une question de timing à prendre en compte aussi hyper importante. C'est comment vous allez timer votre stratégie de communication. Quand je dis ça, c'est par exemple, quand est-ce que vous allez faire venir les influenceurs? À quel moment? Si c'est un événement ou si c'est un projet que vous avez, pour objectif de lancer, dans 2 semaines, bah, toute la stratégie, vraiment, va falloir l'adapter en mode, à quelle date vous lancez votre communiqué de presse si vous voulez attaquer la presse? À quelle date vous commencez à contacter les influenceurs pour parler de votre produit? À quelle date vous commencez à faire ci, à faire ça? Ça va vous permettre de projeter, d'anticiper et aussi de vous rassurer sur le fait que, vous allez avoir forcément des gens qui vont vous répondre. S'il y a personne qui vous répond, bah, trouvez d'autres stratégies de les atteindre. Parce que le jour J de votre lancement, si finalement, bah, il y a personne qui en parle, bah, ça va être un gros échec. Du coup, il faut quand même anticiper, prendre le temps avant de communiquer
Je sais que parfois c'est un peu compliqué parce que quand on n'a pas encore le produit ou le service en réel, c'est un peu dur de communiquer, mais il y a toujours des solutions. Moi, j'attendais toujours d'avoir le produit parfait ou la boutique parfaite et cetera, mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pas grave, que par exemple, juste un prototype, même si le packaging n'est pas fini, même si l'emballage n'est pas fini, peut être suffisant largement à déjà apprendre à se faire connaître et c'est trop dommage d'attendre toujours le produit ou le service parfait. Parce que vous allez sans cesse l'améliorer et quand vous voulez vraiment communiquer et par exemple atteindre l'influence, atteindre la presse et cetera, pour moi, il faut pas attendre d'avoir le produit parfait. Il faut juste se lancer. Parce que c'est comme pour une boîte, il faut se lancer à un moment donné. Il faut pas attendre, attendre et attendre parce que finalement, en attendant, on le fait jamais et pour tout ce qui est influence et RP, c'est hyper important de s'y prendre en avance, surtout quand on a un lancement. Juste pour finir, je voulais rapidement vous parler des outils que nous, on utilise. Je reviendrai sur, la communauté, mes slides sont pas dans l'ordre. Les outils qu'on utilise donc pour la création de design, on utilise 3 outils principaux. On utilise InDesign, pour tout ce qui est, retouche, des photos qu'on fait avec appareil photo, et même, montage photo, enfin pas mal de choses. Même si quand on fait nos packaging pour avoir des photos sans fond et cetera. On utilise Figma, pour énormément de choses, pour conceptualiser nos stands, et pour établir des plans, enfin beaucoup de choses. On utilise aussi beaucoup Canva, Canva Pro, pour tout ce qui est élaboration de visuels sur les réseaux sociaux. Hem, c'est quasiment tout le temps sur Canva Pro. Sur tout ce qui est, réseaux sociaux, montage, on utilise CapCut Pro. On utilise un micro pro, pour tout ce qui est son. Hyper important le son d'ailleurs dans les vidéos. On utilise Notion pour tout ce qui est organisation, planification de posts et bien évidemment, on a toujours une petite ring light avec nous pour se filmer parce que la lumière est hyper importante. Quand je parlais de Notion, pour l'organisation, donc par exemple, que ce soit les posts LinkedIn sur les réseaux sociaux et tout, moi ce que je fais, c'est que je les planifie sur Notion. Je me fais une liste d'idées un peu de ce que je veux faire. Donc et après je travaille mes posts et après je les planifie selon des dates et cetera et du coup, j'ai mes en cours terminés à faire. Ça me permet vraiment d'avoir toujours en tête des idées de posts parce que le plus dur en com, c'est, d'avoir des idées et quand on doit publier vraiment très régulièrement, c'est parfois compliqué. Donc en fait, d'anticiper et de par exemple la nuit ou moi je pense beaucoup la nuit, mais dès que j'ai une idée, au moins je le note sur mon Notion et après je vais travailler sur le post et je sais que j'aurai toujours une bonne base de post à réaliser et j'utilise beaucoup du coup tous les outils, pour, l'analyse de données, que ce soit Insta Analytics, TikTok Analytics, YouTube Analytics, ils sont tous super bien faits et ça me permet vraiment de suivre, la performance de mes vidéos, voir ce que ça donne, d'un point de vue autant contenu qu'abonnés et voir, plein de choses. Maintenant, on peut voir les mots-clés qui fonctionnent, on peut voir quelle musique a plus fonctionné, on peut voir les trends qui marchent le mieux. Enfin, TikTok Creator, en tout cas, m'aide beaucoup sur ça. Je trouve que ce qu'ils ont créé, c'est assez performant et je m'inspire beaucoup de ça pour faire tout ce qui est, pour faire tout ce qui est vidéo et pour revenir sur, là, actuellement, nos réseaux sociaux, aujourd'hui, nous, nos principaux, créneaux, c'est TikTok, où on a une clientèle principalement, très jeune. Je crois que sur nos stats, ça doit être du 16-23-25 max. On a quand même 130 000 abonnés, 138 000 abonnés, pardon et TikTok, c'est un vecteur qui nous rapporte pas forcément des gens en magasin. Ça rapporte beaucoup de gens qui parlent de nous, qui apprennent à nous connaître et notre notoriété, elle est énorme sur TikTok. Par exemple, quand on nous croise en magasin ou autre, qu'on vient nous voir, on nous reconnaît grâce aux vidéos qui font énormément de vues sur TikTok et le côté viral sur TikTok, il est absolument incroyable. Quand une vidéo devient virale, celle d'après devient virale aussi. Donc en fait, on bénéficie tout le temps de si on fait une vidéo à 2 millions, ben, on celle d'après, elle va forcément en général marcher et ça nous aide énormément dans notre communication et là, de plus en plus, grâce aux réseaux sociaux, enfin les réseaux sociaux deviennent un réel vecteur de business dans le sens où, grâce à ça, si une vidéo aujourd'hui fait même 100 000 vues, hein, 100 000 vues, mais qu'elle est très performante, qu'elle fait 100 000 vues et 10 000 likes, je sais que moi, dans mes magasins, ça va se répercuter et que mon chiffre d'affaires va augmenter. Donc là, aujourd'hui, TikTok, c'est vraiment devenu hyper important pour nous.
et ça nous ramène vraiment beaucoup de clients par rapport à avant, où ça génère du flux. Instagram, pareil, il y a un long moment où ça a stagné. Bon, c'était très long à faire monter. C'est toujours compliqué de se faire monter un abonné, sur Instagram. Même d'ailleurs sur TikTok, c'est beaucoup plus difficile maintenant de monter un abonné qu'avant. Parce que maintenant, ils favorisent le fait qu'on paye de la sponsor. Si on paye pas de sponsor, c'est beaucoup plus dur de faire grossir son compte. Mais nous, on a quand même principalement toujours été en organique et ça marche toujours bien tant qu'on a des reels ou des vidéos qui sont performantes. Pareil, encore une fois, comme je vous le disais, si vous avez des vidéos qui sont vraiment adaptées à votre cible, que vous connaissez très bien votre clientèle, que vous savez ce qui marche, que vous savez les trends qui marchent, les musiques qui marchent et comment bien faire votre montage, bah, pour moi, en général, déjà, vous avez déjà 80 de gagné et il y a grave moyen que ça buzz. Et pour tout ce qui est personal branding, là où on parle de nous, de notre expérience pro, nos expériences, tout court, nos galères, nos réussites, LinkedIn à fond. À mon goût, on n'utilise pas assez LinkedIn parce qu'on a tout simplement pas le temps. Pour moi, c'est beaucoup plus prenant de travailler un post LinkedIn que de faire une vidéo Insta ou TikTok. Ça peut être l'inverse pour d'autres, mais pour moi, c'est LinkedIn parce que je prends plus à cœur. Enfin, je veux dire, les commentaires et les retours sur LinkedIn pas m'importent plus, mais je sais que je vais faire beaucoup plus attention à mes posts LinkedIn que le reste parce que c'est pas du tout la même clientèle qu'on vise. Enfin, pour moi, c'est la clientèle professionnelle beaucoup plus importante. Par exemple, quand je vise, je sais pas, le CEO du groupe Carrefour qui va peut-être potentiellement lire mes posts, enfin, pour moi, c'est beaucoup plus important qu'un abonné, sur TikTok qui va voir ma vidéo. Je me dis: «Bon, au pire, si la vidéo marche pas, c'est pas très grave, la prochaine marchera», alors que sur LinkedIn, j'ai une vision un peu différente. Mais ça, chacun a sa vision propre et pour moi, c'est un réseau social que je veux vraiment essayer de développer de plus en plus, mais c'est juste le manque de temps qui fait qu'on n'est pas assez réactif. Mais idéalement, sur LinkedIn, il faut vraiment poster régulier pour gagner en abonnés et voilà. Et YouTube, c'est simplement du repost de nos vidéos Insta et TikTok et le compte grossit tout seul, et nous rapporte beaucoup aussi de clients en magasin. Donc YouTube, qu'on avait négligé pendant un long moment est aujourd'hui devenu un de nos top 3 dans nos réseaux sociaux, donc hyper important à prendre en compte. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais quand même vous laisser le temps de me poser des questions, vu qu'il est déjà 16h15. En tout cas, je vous laisse mes coordonnées, là sur la slide là, si vous avez besoin de questions, si vous me contactez sur quoi que ce soit, par la suite, n'hésitez pas. Je reste à votre dispo. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Anastasia. Donc, avez-vous des questions, Inès, Agathe et Dylan? Il y avait deux autres personnes, mais elles ont dû quitter la masterclass. Ouais, je viens de voir ça. Ouais. J'essaie de faire rapide. J'espère que c'était, assez Ouais, non, clair. très complet, hein, ouais. C'est vrai qu'on voit l'évolution entre l'année dernière quand tu as fait ta présentation et cette année, on voit qu'il y a eu quand même beaucoup de choses. Ouais, c'est super, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Inès, Agathe, Dylan, vous nous entendez? Ouais, moi je vous entends. Merci beaucoup pour la présentation. Avec plaisir. J'ai pas nécessairement de questions. Enfin, je sais pas si on peut poser des questions un peu spécifiques sur notre boîte. Oui, 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 vas-y, hein. Euh, En Après, on gros, moi, verra avec Anastasia, mais vas-y, hein, sens-toi libre. ok, ça marche. En fait, j'ai plusieurs cibles du coup, parce Ouais, que on est en train de créer un réseau qui va mettre les citoyens en relation avec leur ville et leur entreprise sur les sujets de transition écologique. Et du OK. coup, nous, là, le parti pris qu'on a pris, c'est pour Insta, ça va cibler les citoyens et LinkedIn, ça va cibler les villes et les entreprises. OK. Mais du coup, le truc, c'est que on n'est pas encore hyper lancé, mais là, on est en train de réfléchir justement à toute la stratégie. Mais ça va être comment est-ce qu'on arrive vraiment à sectoriser les clients, entre guillemets. Enfin, est-ce qu'il faut quand même garder un peu la même manière de parler, la même manière de s'exprimer, tout ça? Ou est-ce que c'est vraiment deux choses différentes vu qu'on n'a pas la même cible? Je sais pas si c'est hyper clair, mais... En gros, est-ce que ça va être la manière de t'adresser, aux citoyens va être la même que t'adresser, du coup aux autres, c'est ça? Ouais, voilà. Enfin, est-ce que le fait de changer de réseau, j'ai peur qu'en fait, si on a des gens qui nous suivent sur Instagram, par exemple, et qui nous suivent sur LinkedIn, ils Ouais. soient perturbés, ils comprennent pas. Alors, Non, je enfin, pense que pour moi, ça doit être différent. Parce que LinkedIn, ça reste quand même un réseau pro, donc on peut pas s'adresser de la même manière que sur Insta, je pense. Après, si vous prenez le parti pris de vraiment garder ce côté pro et vous adressez vraiment aux citoyens pareil que ce que vous adressez à votre autre cible, bah ouais, restez sur la même lignée, mais
Si votre but sur Instagram, c'est vraiment d'attirer plus les citoyens, bah non, il faut pas que le ton soit le même pour moi. Après, c'est Ok. vraiment, ça dépend vraiment de vos stratégies et de qui vraiment vous allez vouloir cibler sur LinkedIn. Mais sur LinkedIn, si vous ciblez vraiment, comment tu les appelles la clientèle, l'autre clientèle, je sais plus. On a les entreprises et les citoyens, Ouais. du coup, ça va être Ouais, tous les c'est ça. responsables RSE et les développements Ouais. durables des territoires. Ouais, typiquement, pour moi, je pense qu'il faut que ça soit différent. Pour moi, je pense Ok. qu'entre un citoyen, un peu un monsieur tout le monde et une entreprise, on peut pas s'adresser vraiment de la même manière et même dans votre discours sur LinkedIn, il sera quand même un peu différent. Enfin, je pense par exemple à notre cas qui est complètement différent, mais enfin, vous le verrez dans vos abonnés d'ailleurs sur Insta ou LinkedIn. Sur Insta, nous, on sait que c'est des jeunes et sur LinkedIn, bah, c'est que des pros, c'est que des entreprises, c'est que notre clientèle un peu B2B et du coup, notre message et le ton qu'on emploie dans nos posts est vraiment complètement différent. On n'est plus les mêmes. Ok. Donc Trop bien. voilà, Merci. pas de souci. Inès, tu as une CM qui gère les vidéos et le planning strat, comment vous rédigez au message clé? Bah non, la CM, c'est moi. Je m'occupe principalement de ça. On s'en occupe avec Emma toutes les deux, mais la communication, c'est vraiment un vecteur qu'on a voulu garder parce que c'est ce qu'on aime le plus. Enfin, moi, c'est la partie que je préfère le plus. Et pareil pour tout ce qui est planning stratégique, vraiment, je m'adapte au fur et à mesure de nos lancements, ce qu'on fait pour pouvoir adapter. Et un peu du temps aussi. Enfin, voilà, ça va être la période de Noël, etc. Donc, on s'adapte en fonction de plein de choses. Et nos messages clés, comment on les rédige, c'est-à-dire, Fatima, je t'entends pas. Je pense, hein, tu me diras Inès, hein, si c'est OK, mais je pense qu'elle parle peut-être sur la rédaction en elle-même. Est-ce que c'est cela, Inès? Ah, dans une vidéo, le titre. En gros, je pense avant tout à qu'est-ce qui va interpeller. Ça va être quoi parce que finalement, c'est un peu l'accroche, le titre et le Voilà le sujet. message. C'est qu'est-ce qui va interpeller, qu'est-ce qui va faire en sorte que la personne va regarder ma vidéo. Et je sais que du coup, le message maintenant, je l'écris d'ailleurs en général souvent sur la vidéo pour interpeller et avoir un petit côté, on a vraiment envie de le regarder la vidéo. Donc, je sais pas ce que ça peut être, mais vous pourrez regarder mes réseaux sociaux, mais à chaque fois, j'ai un message où on se dit, même sur LinkedIn, j'ai tout arrêté. En fait, des choses vraiment, on se dit, ok, on veut regarder ce qui s'est passé, quoi. Ou j'en peux plus, et après, je raconte ce qui s'est passé. Là, je suis dans des messages négatifs, ou alors, j'ai réalisé mon rêve, point. Et après j'ai une histoire qui déroule. Donc, je fonctionne comme ça et le message à la fin, par exemple, si c'était par exemple la vidéo de lancement de boutique, c'était en mode j'ai réalisé mon rêve et à la fin, la fin, c'est l'adresse de la boutique pour inciter les gens à venir, tout simplement. Voilà. Je sais pas Est-ce si qu'il y a j'ai. d'autres questions? Oui, Agathe ou Dylan? Sur les ressources, est-ce que vous avez fait des études de com avant? Est-ce que vous êtes appuyé sur un peu des ressources justement pour construire cette identité de marque, cette méthodo de poste, de manière de poster, tout ça? Alors, sur l'identité, je me suis beaucoup inspirée de ce qui se faisait à l'étranger. Je me suis beaucoup Mmh. inspirée de Singapour. Il y a beaucoup de concept food et de tout ce qui est aux Émirats aussi. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que là-bas, c'était très avancé sur ça. Et en termes d'identité visuelle, en tout cas, je me suis beaucoup inspirée de là-bas. OK. Beaucoup des États-Unis aussi. Et pour tout ce qui est. Moi, mon expérience, j'ai fait une école de commerce, mais j'ai pas spécialement une formation en communication, j'ai tout appris un peu sur le tas au fil des années. Et en fait, j'ai OK. passé énormément de temps sur les réseaux sociaux. J'ai toujours aimé ça, même à titre perso. Et vraiment, au début, notre communication, elle était vraiment pas ouf. En vrai, il y avait rien de très travaillé. Petit à petit, j'ai compris ce qui marchait avec une ou deux vidéos. Je me suis dit, OK, c'est ça qui marche. Là, il y a l'accroche, il y a ci, il y a ça. Je pense que c'est pour ça que ça marchait. J'ai vraiment analysé le truc. Et à partir du moment où j'ai compris ce qui plaisait, j'ai adapté toute la suite. Et ça s'est construit vraiment de fil en aiguille, en fonction de ma clientèle, de ce qui marchait pas. Et Mmh. petit à petit, je me suis dit, OK, bah, c'est ça. Et j'ai gardé le fil directeur. Trop bien. Merci. Voilà, voilà. C'est vrai qu'on sent vraiment une histoire. Tu as créé une histoire quand même autour de ton produit, hein. Bah, on a essayé, c'était le but, ouais, Mmh. vraiment. Et comme je disais, aussi de montrer qui on est derrière.
d'avoir une marque qui correspond à nous. Parce que je pense que de construire une marque où vraiment on s'y retrouve pas soi-même, c'est trop dur de communiquer. Et je connais quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat et qui a monté sa boîte, et il m'a dit qu'il avait beaucoup de mal à communiquer. Et d'en parler de sa marque, je me suis dit, mais il y a un problème. Parce qu'en fait, il a un business dans la main, mais il n'a pas un business qui correspond, qui vraiment l'anime et qui lui, il se ressent dans sa boîte vraiment pas du tout. Du coup, il se voit pas, par exemple, faire une vidéo de lui-même qui vend sa boîte en mode hyperactif, qui donne envie, quoi. Parce qu'il a le business, ça marche. Mais par contre, de communiquer sur un truc, finalement, que t'as aucun lien avec ta personnalité, c'est pas du tout ton truc, bah, c'est Il compliqué, faut quoi. qu'il y ait un alignement. Bah, pour moi, un minimum, ouais. Même si on peut faire semblant, il y en a, ils sont très bons acteurs et ils savent très bien vendre leurs produits et leurs services. Pour moi, je sais que j'arriverai pas. Moi, j'arriverai pas. Si un jour j'aime plus les cookies, je sais que c'est mort, je serais pas capable de faire des vidéos encore à faire genre j'aime les cookies, quoi. D'autres questions, Inès, Agathe ou Dylan? Alors, Dylan, on ne l'a plus entendu. Je ne sais pas si tu es encore là. J'ai l'impression que c'est bon. Mais en tout cas, merci beaucoup, Anastasia. Oui, je suis toujours là, oui, pardon. Ah, alors, as-tu une question ou tout est OK pour toi? Vraiment, enfin, je pense que je t'enverrai potentiellement un message sur LinkedIn quand ça va me venir. Pas de problème. Mais déjà, merci pour la présentation et on voit bien que c'est ton bébé et que tu donnes un fond pour ça, donc c'est trop cool. Ouais, avec grand plaisir. C'est le but. Merci, Dylan. Je t'en prie. Merci beaucoup à toi, Anastasia. Merci à Inès, Agathe et Dylan. Et je souhaite à tous une très belle fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci.